Est-ce qu'on peut appeler le prochain? C'est notre collègue Alexander Aksahalian de l'Université Jean Moulin, Lyon 3, qui va nous parler sur la révolution de Vladimir Mayakovsky, témoignages et célébrations. Merci. Le titre annoncé demande une précision. Cette formule qui réunit témoignages et célébrations pour s'interroger sur la révolution selon Mayakovsky, elle est utile mais incomplète. Certes, Mayakovsky glorifie la révolution. Toutefois, avant d'avoir témoigné sur sa venue et son accomplissement en 1917, Mayakovsky, tel un messager des vérités à venir, célèbre avant l'heure son arrivée future et se nomme son apôtre. La formule proposée, témoignage et célébration, est ainsi défaillante. Elle demande de prendre en compte le phénomène des prédictions, ou bien des prophéties si vous voulez. C'est donc avec une triple formule, prédire, témoigner et célébrer, que je propose d'envisager la révolution chantée par Vladimir Mayakovsky. Et encore une précision, avant d'aborder la question des prédictions. Prédire révolution, dans le cas de Mayakovsky, suppose, dans une certaine mesure, d'en témoigner. Et l'acte de témoigner, tout comme celui de prédire, se rapporte certainement à la célébration. Le lien entre le futurisme russe et la révolution est un mystère originel. Les Boudetliane, les futuriennes russes, prédisent la révolution dès leur première manifestation. Ainsi, Velimir Chlebnikov pose, je cite, un regard sur l'année 1917, взор на 1917 год, que l'on trouve dans le premier recueil futuriste, La gifle au goût public, publié en décembre 1912, en dernière page. Il s'agit d'une liste étrange qui contient une énumération pays, villes, nations, avec associés à chacun des éléments des chiffres qui en réalité sont des dates. La page se termine par un mystérieux niekta, quelqu'un, associé aux chiffres à la date fatidique 1917. Dans cette même gifle au goût public, Mayakovsky publie des courtes poésies, Nuit et matin. Il ne s'agit là pour l'instant que d'un prélude. L'important a lieu l'année suivante, en 1913, quand le poète décrit la révolte à laquelle il appelle. Ainsi, dans sa tragédie Vladimir Mayakovsky, le poète exhorte à, je cite, chercher les gros dans les maisons coquilles pour les frapper joyeusement sur les cymbales du ventre. Ищите жирных в домах скорлупах, и в бубен брюха веселье бейте. Les didascalies, justement, indiquent que, je cite, interviennent le frappement des 1000 pieds sur le ventre tendu de la place. L'angoisse grandit et on entend des coups de feu. Une conduite d'eau commence à étirer lentement une note. Le fer de toit se met à bourdonner. Contre l'appel à défoncer, je cite, les barils de méchanceté, разбейте днище убойчик злости, un jeune homme ordinaire, c'est un personnage de la pièce, supplie à genoux d'éviter le feu, дорогие не надо костра, et de ne pas verser le sang. Toutefois, la tragédie montre que le temps, старуха время, a engendré une rébellion immense et torve. Сейчас родила старуха время огромный криворотый мятеж. L'audace des visions de Mayakovsky, où chaque détail est cauchemardesque, déroute le spectateur qui préfère s'en moquer. C'est pourquoi le poète se dit d'ailleurs dans le poème Le nuage en pantalon être, je cite, moqué comme une longue et scabreuse anecdote. Pour le public, le visionnaire est un fou. D'ailleurs, Mayakovsky lui-même suggère cette idée. Je vais me couronner de ma folie, dit-il dans la tragédie. Comment, toutefois, comprendre ces couronnements qui conditionnent sa tragédie, sa pièce comme sa vie? Je pense qu'il s'agit là d'un mariage mystique. Dans Le nuage en pantalon, il parle précisément des, je cite, couronnes d'épines des révolutions.
En appelant le peuple, Mayakovsky se présente comme un prophète, et les paroles du poète s'avèrent souvent les paroles même de Jésus-Christ. Ainsi, l'appel que lance Mayakovsky dans sa tragédie « Venez à moi, vous tous qui avez déchiré le silence, qui hurlez, le cou serré dans le nez coulant de midi » renvoie aux paroles de l'Évangile. « Venez à moi, vous tous qui peinez et portez un fardeau accablant. » Dans le nuage, Mayakovsky affirme la puissance de ses propres paroles, régénératrices d'âme, «Я златоустейший, чье каждое слово душу новородит». Mais en même temps, il déclare l'impossible pardon. Il ne faut plus rien pardonner. J'ai cautérisé les âmes ou poussé la tendresse. Уже ничего нельзя простить, я выжег души, где нежность растили. Это было труднее, чем взять 1000 тысяч Бастилий. Il appelle toujours à la révolte. Vous, les rôdeurs, sortez les mains de vos poches, prenez une pierre, un couteau ou une bombe. Выньте гулящие руки из брюк, берите камень, нож или бомбу. Et au même moment, il constate l'absence d'épopée à la gloire des misérables et opprimés. On s'en fiche bien. Si chez les Homère et Ovide, il n'y a pas de gens comme nous, grêlés d'essuie. Плевать, что нету Гомеров и Овидиев, людей, как мы, от копоти в оспе. C'est justement Mayakovsky lui-même qui va écrire une, je cite, Odyssée des années de famine et une Iliade sanglante de la Révolution. Mais avant d'avoir créé sa propre épopée à la gloire de la Révolution, Mayakovsky, véritable Saint Jean-Baptiste, s'est dit être son précurseur et annonce sa venue. Je vois celui qui vient par-delà des montagnes du temps et que personne ne voit, là où le regard trop court des hommes s'interrompt, à la tête des hordes affamées, avec la couronne d'épines des révolutions, s'avance l'année 1916. Et moi, je suis parmi vous son précurseur. Вижу идущего через горы времени, которого не видит никто, где глаз людей обрывается куцей главой голодных орд, в терновом венце революции грядет 16-й год, а я у вас его предтеча. C'est le poète Rurik Ivnev qui, le premier en 1918, propose de voir l'œuvre de Vladimir Mayakovsky sous l'angle de, je cite, création en tant que prophétie. Mayakovsky donnera en 1923 une explication à cette création-prophétie. C'est la guerre qui imposait de voir le lendemain révolutionnaire. Et de ce lendemain révolutionnaire, il va témoigner. Nous passons donc de la prophétie au témoignage. En février 1917, Mayakovsky est consacré soldat, comme il le dit dans son poème La guerre et l'univers. Il est affecté à l'école automobile militaire de Petrograd et c'est dans les casernes de l'école militaire qu'il se trouve dans la nuit du 26 au 27 février 1917. De cette expérience témoigne son poème La Révolution. Tout comme la poésie entière de Mayakovsky qui commence par des visions nocturnes, j'ai déjà évoqué les poèmes de 1912, Ночь и утро, Nuit et matin, son récit sur la Révolution, dont le poème La Révolution constitue l'un des témoignages, commence également par la nuit qui s'en va. Dans notre cantonnement de l'école des conducteurs militaires, nous sommes là, enserrés par la grille des casernes. L'aube grandit, le doute pointe, un pressentiment effrayé et réjoui. Mayakovsky qualifie ses poèmes, dans la première publication le 21 mai 1917, de chroniques, avant qu'il ne la déclare poéto-chronique, poète-chronica. Le poème est connu aujourd'hui essentiellement par ses sous-titres. Le glissement qui s'opère dans ce changement de chronique à poéto-chronique nous intéresse particulièrement car il relève d'une concurrence entre trois ordres, historique, personnel et poétique. Pour ce qui est de l'ordre historique, Mayakovsky, dans la poétochronique, limite son champ de vision à l'espace de 2 jours, les 26 et 27 février. Ces jours-là sont décisifs dans l'évolution des troubles qui commencent à Petrograd dès le 23 février. Comme le précise l'historien Nicolas Werth, le 26 février,
le centre de Petrograd a été transformé en un camp retranché. Vers midi, les colonnes des manifestants convergent une nouvelle fois des faubourgs vers le centre. Sur la perspective Nevsky, sur la place Znamenskaya, des officiers des régiments de la garde donnent l'ordre de tirer sur la foule. Plus d'une centaine de personnes sont tuées. C'est à partir de ces faits précis que Mayakovsky commence son poème. 26 février, des soldats ivres mêlés à la police ont tiré sur la foule. 26 февраля, пьяные, смешанные с полицией, солдаты стреляли в народ. Cet incipit, qui nous jette au cœur des affrontements, frappe par son aspect prosaïque. De cette expression d'ailleurs est si radicale, on dirait une information tirée d'un journal, qu'elle déroute même les spécialistes. Pendant des décennies, l'incipit est qualifié d'épigraphe. Il faudra attendre 2013 pour que l'erreur soit corrigée dans la 4e édition des œuvres complètes de Mayakovsky, où le nombre de vers dans la poétochronique s'élève ainsi à 215 vers et non plus à 211 comme c'était le cas auparavant. C'est donc à la description de la journée du 27 février que sont dédiés 211 des 215 vers du poème. C'est bien ces jours-là que les manifestations des jours précédents se transforment en émeutes révolutionnaires, comme l'affirme Nicolas Werth. Mayakovsky mentionne la prise de la forteresse Pierre et Paul et encore la désobéissance du régiment de Volhynie, qui tue ses officiers et passe du côté des insurgés. Pour expliquer l'ordre personnel qui conditionne la narration du poème, il faut rappeler que Mayakovsky est un poète avec une adresse, poète с адресом, selon Tinianov. En 1915, par exemple, il déclare habiter au 36-24 rue Grande Presnia. Par la suite, il mentionne dans ses poèmes rue Joukovski, le passage Lubiansky ou bien encore la rue Vodopiane. Dans la poétochronique, il fait de sa nuit dans la caserne de l'école militaire un fait historique, tout comme de son sentiment d'euphorie et de la frayeur partagée avec d'autres soldats à l'aube du 27 février. Quant à la journée même du 27, il explique « Sur une Ford minuscule, nous fonçons, contournant la poursuite des balles. L'explosion des klaxons nous ouvre le chemin de la ville. » Il y a une remarque dans le journal intime du poète Rudik Ivnev qui se rapporte à cet épisode de la course-poursuite décrite dans la poétochronique. Au soir du 28 février, Rudik Ivnev note « La révolution est dans la rue. Les troupes se sont ralliées au peuple. Partout des voitures remplies de soldats en armes et couvertes de drapeaux rouges. » Plus tard, Mayakovsky reviendra sur sa participation aux événements de février 1917. En 1922, dans son autobiographie, il affirme avoir pris le commandement de l'école militaire. Est-il sérieux? Cette affirmation, telle une légende, est largement citée dans les ouvrages hagiographiques sur Mayakovsky, sans pour autant être confirmée par des documents. La meilleure explication est celle de Marina Tsvetaeva. Pour elle, Mayakovsky n'a jamais été un soldat ordinaire. Quant à l'ordre poétique de la poétochronique, il témoigne de plusieurs constantes mayakovskiennes. L'insurrection du 27 février représente dans la description de Mayakovsky un tableau où alterne le rouge du sang versé avec le rouge des drapeaux des insurgés. On voit dans le poème l'affrontement de l'aigle bicéphale avec la force rouge. Cette ligne narrative qui décrit des émeutes contre l'ordre dynastique constitue une série de tableaux visions. Elle témoigne de l'aptitude propre au poète de transformer les réalités abstraites en un argument thématique des lèvres. Outre le sang versé, Mayakovsky parle du sang qui circule encore dans les veines des soldats insurgés. Leur sang s'est allumé, gonflant les veines
au temple. Les mains ont serré le fer avec colère. Кровь разжигалась, висками жились, руки в железо сжимались злобой. Ces passages de la poète chronique se réfèrent au tableau visionnaire de la révolte décrite dans la tragédie. En 1913, Mayakovsky parle de la colère qui a gonflé au front des villes les rivières, veines de 1000 kilomètres. А злоба вздувала на лбах городов, реки, тысячеверстые жилы. En 1915, dans Le nuage en pantalon, Mayakovsky décrit le ciel rouge comme la Marseillaise. L'arrivée du jour révolutionnaire est célébrée dans la poète chronique, et là encore, comme toujours chez Mayakovsky, la levée du jour n'exprime pas l'admiration devant la nature, mais constitue une expression où la charge symbolique revient à la couleur rouge, couleur du sang, associée également à la lutte révolutionnaire. 27. Разлился поблеском дул и лезвий рассвет, рдел багрян и долог. Il y a dans la première version de la pièce Mystère Bouffe en 1918 un étudiant qui témoigne de l'arrivée de la Révolution. Il parle à son tour de la levée du jour écarlate. Сначала все было просто. День сменила ночь, и только заря чересчур разнебесилась ала. Dans la poète chronique, Mayakovsky sacralise le drapeau rouge. Mayakovsky le décrit comme nirukatvorny, créé donc par la volonté suprême. L'apparition du tableau rouge se distingue par son pathos solennel et représente un véritable mystère incarné dans le poème. И вот неведомо из пения толпы, из рвущейся меди литру гвардейцев, нерукотворный, сиянием пробивая пыль, образ возрос, горит, рдеется. Il y a dans la narration de la poète chronique un détail qui renvoie à la composition du poème Le nuage en pantalon. Plus exactement encore, on peut parler de la reprise de la composition. Les deux poèmes débutent par des scènes d'angoisse où le protagoniste languit devant la fenêtre. Dans Le nuage, il attend l'arrivée d'une jeune fille. Dans la poète chronique, l'angoisse de l'attente effraie et réjouit. Le protagoniste voit depuis la fenêtre le combat de l'aigle bicéphale. Il est question de la révolution. Le témoignage est en quelque sorte, la poète chronique constitue un double témoignage sur la révolution de février et sur la poésie même de Mayakovsky. Le témoignage et la prophétie évoquent donc la célébration. Cette équivalence est garantie à condition que la célébration ne soit pas un acte officiel. Et si l'on peut percevoir la poète chronique comme un monument commémoratif, de facto il s'agit d'une célébration. On doit constater toutefois que de jure, ces poèmes n'appartiennent pas à la dimension officielle d'une célébration nationale. La création du poème ne résulte que de la volonté et de l'enthousiasme individuel de son auteur et représente avant tout un témoignage personnel. Dans ce poème, Mayakovsky accomplit une commande du temps. Comme le note Tsvetaeva, Mayakovsky est un poète mené par l'histoire. Dans l'article Le poète et le temps, elle explique cette fatalité que subissent les poètes et qui consiste à servir le temps. C'est encore Tsvetaeva qui souligne cette différence cardinale entre les deux thèmes, celui de la révolution et celui de sa glorification. Si le premier est un thème authentique puisqu'il répond à une commande du temps, l'autre est faux car il représente une commande du parti. Pour le 10e anniversaire de la Révolution d'octobre, Mayakovsky compose le poème d'octobre, Ça va bien. Хорошо. À l'origine, c'est une commande pour une pièce de théâtre. Et conformément à ce projet initial, le poème est mis en scène et représenté en octobre 1927 au Malый оперный théâtre à Leningrad. Dans ce poème, en 19 chapitres, Mayakovsky revient sur les événements de l'année 1917 et sur la guerre civile qui s'ensuit, sur la guerre civile qui suit.
La trame narrative du poème mêle une photographie officielle et des souvenirs personnels de Mayakovsky. L'acte même des souvenirs est en contradiction profonde avec l'essence futuriste du poète, qui écrit justement à ces moments, toujours à l'occasion du 10e anniversaire de la Révolution, l'article « Tout sauf les souvenirs », «Только не воспоминания». Ce titre reflète bien l'ancrage du poète dans le futur. D'ailleurs, dans ses œuvres pour enfants, le poète ne parle que d'avenir. À une seule exception, dans un court poème Couronne et casquette, Korona et Kepka, consacré au 10e anniversaire de l'abolition de la monarchie, consacré au 10e anniversaire de l'abolition de la monarchie. En 1928, Mayakovsky compose une poésie L'Empereur, Imperator, une commémoration à la fois de l'abolition de la monarchie et de l'assassinat de la famille impériale. Et là encore, une courte scène de souvenirs, je me rappelle, c'était à Pâques ou bien à Noël, n'est qu'un prétexte pour parler du présent, où l'on voit des nuages à la place des drapeaux et où des corbeaux remplacent l'aigle bicéphale. Pour conclure, je reviens sur cette triple formule proposée au début, prédire, témoigner et célébrer. J'élabore donc de nouveau pour l'élargir à un quatrième élément qui exprime le doute. Le titre même du poème d'octobre Kharasho traduit une ambiguïté certaine. Cette exclamation Kharasho se réfère aux paroles d'Alexandre Blok, rapportées dans le chapitre 7 du poème. Je vais omettre cette histoire que vous tous connaissez bien, mais je tiens à signaler que cette exclamation Kharasho, elle se réfère également au poème Le nuage en pantalon. Et Mayakovsky lui-même, il suggère ce lien entre les deux poèmes. Il note, je considère, ça va bien, comment manifeste, à la manière du nuage en pantalon en son temps. L'exclamation Kharasho date donc de 1915, et c'est un cri de souffrance de David Bourlouk, enregistré dans le poème Le nuage en pantalon. Ainsi, je tiens à noter d'abord qu'en 1927, le père du futurisme russe est en exil aux États-Unis, et ensuite que son cri dans Le nuage en pantalon, le cri Kharasho, se répète tel un écho dans l'affirmation qui suit. Kharasho когда в желтую кофту душа от осмотров укутана. C'est bien d'avoir l'âme cachée dans une blouse jaune. Et cela contredit le credo révolutionnaire de Mayakovsky, qui déclare vouloir étaler son âme comme un drapeau. Je vous remercie. Merci Alexandre. Nous excusons parce qu'on est pressé avec le temps. On est déjà une demi-heure en retard. Mais merci beaucoup, c'est très intéressant. Peut-être qu'on va avoir des questions après.